Hello, hola, hello et salut le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. Miroir, miroir au mur, montre-nous comment Vincent Guerre restaure les éternels miroirs au mercure. C'est notre focus du jour. De bon point à merci, la dénicheuse de talent et créatrice d'enseignes célèbres, Marie-France Cohen, se lance dans une nouvelle aventure. Si le pays du soleil levant est bien loin de la capitale, on y a quand même déniché 3 adresses pour vous faire vivre le Japon à Paris. Rideaux, nappes, vieux draps, rien ne se perd, tout se transforme et c'est bien Anaïs de la marque Les Récupérables qui l'a compris. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Après la mode des coloriages relaxants, c'est l'origami qui a fait son grand retour, aussi bien dans vos activités DIY du week-end que dans votre déco. Florigami a allié objet design et amour des trophées animal friendly en créant des petites créations sous cloche. Alors pour la table du salon, plutôt bouc d'alpage ou éléphant d'Afrique? Au cœur de Lyon se trouve Sofa, avec 3 F, mais pas besoin d'avoir un cheveu sur la langue pour prononcer correctement. Cette drôle de maison qui est tout sauf abandonnée est le cocon qui abrite Slow Café, galerie d'art, lieu d'expression et espace de coworking. On s'installe au fond du canapé du salon avec notre tablette sur les genoux. Le tout, c'est encore de 6 mètres. Créé en 2012, le collectif Mauvaise Foi se lance dans l'aventure de l'édition homemade et participative. Mélangeant chacun un univers unique, ils éditent la revue Laurence 66, mais aussi tout un tas de livres, BD, d'affiches, de sérigraphie aux couleurs pop. Projet perso au collectif, ils donnent naissance à des créations plus originales les unes que les autres. Entre objets modernes et pratiques, le feuillet a créé de quoi donner l'air chic aux businessmen et start-upers en herbe. Pochette en cuir à l'allure minimaliste, parfaite pour y ranger son ordi entre 2 réunions. On a juste à y glisser la main pour la transporter et ça nous donne un air faussement décontracté, même si on est coincé dans son costume. Avec son savoir-faire de restaurateur de miroirs, Vincent Guerre habille aussi bien la galerie des glaces que les appartements de particuliers, une technique aux 1000 reflets. Miroir, miroir, mon beau miroir. Attention, nous ne parlons pas de miroir magique aujourd'hui, mais de miroir au mercure. Inventé au XVe siècle à Venise, il s'est vite retrouvé dans les plus belles demeures bourgeoises. Aujourd'hui, Vincent Guerre est le dernier miroitier à les travailler. Mais finalement, qu'est-ce qu'un miroir au mercure ? Alors, un miroir au mercure est un miroir dont ce qu'on appelle le tin, c'est-à-dire la partie réfléchissante, est fabriqué à base d'étain et de mercure. On a utilisé les propriétés physiques du mercure qui font exploser les particules de métal auxquelles vous les mélangez. Et ces particules de métal, en l'occurrence l'étain, viennent se coller sur le verre. Et une fois que tout ça est sec, donne l'effet réfléchissant au verre. La fabrication du miroir au mercure est interdite depuis 1860. Arrive alors sur nos marchés le miroir au nitrate d'argent que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos maisons. Et si ce type de miroir a longtemps été plébiscité, celui au mercure est aujourd'hui très recherché. Les industriels du verre n'ont eu de cesse que de vouloir fabriquer un verre de plus en plus blanc, de plus en plus transparent. C'est l'inverse de ce que réclament aujourd'hui nos clients, où le côté obsolescence et le côté irradié, le côté manipulé et le côté surprise de tous les ingrédients qu'on utilisait pour faire des verres au XVIIIe, tant pour fabriquer la pâte de verre que pour faire chauffer les fours, donner un côté irrégulier au verre qui est assez magique, qui a vraiment une couleur, je parle souvent de transparence, qui est totalement différente des miroirs neufs d'aujourd'hui. Des miroirs au mercure, Vincent en a une grande collection qui lui permet de mener à bien ses travaux à l'heure où ce type de miroir ne se fabrique plus. Et sa matière première, il va la travailler de différentes façons. On peut vous amener un miroir comme ça, qui est un miroir ancien en bois doré, avec ces miroirs anciens d'époque, mais qui ont subi des oxydations et du coup il y a même des transparences. Le teint s'est tellement usé qu'on voit apparaître le fond en bois. Donc on peut me demander, quand ça atteint des proportions extrêmes, de changer le miroir ou alors intervenir seulement en bouchant les parties transparentes. Pour redonner toute sa splendeur au miroir et reboucher les trous, Vincent utilise un mélange de vernis et de poudre. En séchant, cela va donner l'illusion d'une oxydation. Mais pas question pour lui de nous dévoiler sa recette. En revanche, l'homme aux 1000 facettes va découper devant vous un miroir, et sachez que c'est une étape cruciale.
Au bruit que ça va faire, je sais si le miroir va être gentil ou pas gentil. C'est-à-dire que comme c'est quand même des miroirs qui ont entre 150 et 200 ans d'existence, ils ont souvent vieilli, séché, ou on ne sait pas comment ils ont été fabriqués, comment ils ont cuit, et ils peuvent résister ou pas résister. Donc au bruit de la découpe, on sait si la découpe va bien se passer ou pas. Rassurez-vous, l'opération s'est bien passée. Regardez, aucune casse à signaler lors de la découpe. Vous observez bien votre matière, vous pouvez en déduire avec des épaisseurs, avec des couleurs, ou des bulles ou des défauts, qu'il va pouvoir y avoir une complication ou pas de complication. Et plus vous respectez votre matière, et plus vous avez de chances que ça finisse bien à la sortie. C'est comme dans les rapports humains. Aujourd'hui, Vincent Guerre est le seul artisan miroitier à travailler avec des miroirs au mercure, ce qui lui a valu une place de choix pour la réfection de la Galerie des Glaces du château de Versailles. Plus de 70% des miroirs qui sont dans la Galerie des Glaces sont des miroirs d'époque de Louis XIV. Donc le but du jeu pour un artisan miroitier, c'est de continuer à faire qu'il reste en place et qu'il ne soit pas cassé. Donc en fait, on a changé sur les 370 miroirs de la galerie, il y en a 48 qui méritaient d'être changés. S'ils avaient été soit cassés, soit mal remplacés, soit remplacés par des miroirs qui n'étaient pas au mercure. Donc on n'a changé que 48 miroirs. Et le but du jeu, par contre, c'était de protéger les autres qu'on a tous montés ou démontés une ou deux fois en fonction des interventions de tous les autres artisans, parce que je n'étais pas tout seul. Il y avait des bronziers, des menuisiers, des plâtriers, des artisans peintres. Donc voilà, tout ce petit monde-là naviguait autour des miroirs qu'il fallait absolument protéger, démonter, remettre en place et nettoyer. Finalement, le miroir au mercure, reflet d'une époque, a su traverser les âges sans jamais prendre une ride. Que ce soit dans l'univers du textile pour enfants, de la mode en général ou encore de la décoration d'intérieur, Marie-France Cohen transforme tout ce qu'elle touche en or. Découverte. Un bel appartement à l'ombre d'une cour pavée parisienne, bienvenue chez Marie-France Cohen. Ici, on se sent plutôt comme dans un musée, un cabinet de curiosités, miroir de l'amour de Marie-France pour les arts en tout genre. Cette peinture, qui est une peinture que j'aime beaucoup, un éléphant qui est en peau, et ça, c'est ma bague de fiançailles. Ah oui, une bague de fiançailles accrochée au mur. J'ai choisi un tableau plutôt qu'une bague. Mon accrochage de choses qui sont personnelles, de photos que j'aime, des pièces extraordinaires comme ces deux colonnes qui sont sublimes. Et elles viennent d'un bateau qui a brûlé. Si vous faites comme ça, vous avez de la suie du XVe siècle. Elles sont Renaissance. De la suie Renaissance du XVe siècle, s'il vous plaît. On est parti se laver les mains. Et on a continué la visite de la galerie, reflet de ses inspirations et toujours proche de la nature. Ça m'inspire de voir les arbres, la verdure. Cet intérieur raconte ma liberté. Je me suis toujours donné une liberté par rapport aux tendances. Pour moi, le bonheur, c'est ce qu'on voit, c'est le bonheur de regarder de la beauté. Est-ce qu'il y a plus nourrissant que ça? Ça me comble. Si Marie-France Cohen est une quasi-inconnue du grand public, vous connaissez forcément ses créations. En 1975, elle lance avec son mari la marque Bonpoint, ligne de vêtements luxe ultra-parisianiste qui habille les enfants modèles du boulevard Saint-Germain. Puis en 2009, ils inventent le concept store du boulevard Beaumarchais, Merci. Un magasin sous verrière géante où les Parisiens branchés se retrouvent le week-end pour faire leur shopping. Mode décoration mobilier, on trouve de tout et la sélection est hyper pointue. Marie-France ne s'arrête jamais et lance aujourd'hui Démodé, une marque de décoration mode beauté, et pour le premier acte, elle crée avec Gaël Davrinch, un jeune peintre, une gamme pour la maison. Viens voir ta toile parce que franchement, elle est belle là. Elle est importante. Hein. Super. Ouais. On a pris dans le tableau, les tableaux de Gaël, une partie, par exemple celle-là, qu'on a retranscrit sur des assiettes, sur des coussins. Et dans les autres tableaux que vous avez pu voir avant, c'est pareil, on a focalisé sur des morceaux de la peinture. Le peintre et la créatrice ont collaboré naturellement ensemble pour une réinterprétation des œuvres de l'artiste.
Plus tard dans la journée, Marie-France rejoint ses 2 collaboratrices, sa belle-fille et une amie, au cœur du 7e arrondissement. C'est ici qu'elles ont décidé d'installer leur pop-up store, un magasin ouvert depuis quelques mois qui expose leurs dernières créations. On s'est dit qu'on avait envie d'un endroit chaleureux, qu'on adorait le côté industriel de ce qu'on avait fait dans le passé, mais qu'on avait envie d'un cocon. On avait envie de douceur, on avait envie de féminité aussi. Marie-France, Élyséa et Stéphanie forment un vrai trio créatif plein d'énergie et ont toujours de nouvelles idées. Marie-France, c'est une amie, donc on s'engueule, on s'aime comme des amis et j'ai pas du tout de pression. C'est un peu un génie, c'est un peu, elle a de la folie de son génie et c'est très très agréable parce que j'apprends énormément de choses. On veut se donner la liberté de faire de la mode, de faire de la beauté, de faire des collaborations avec des gens qu'on trouve exceptionnels. On peut inviter des jeunes qui n'ont pas de visibilité, des gens étonnants, des gens qui n'ont pas l'occasion de se mettre en valeur. Voilà. Donc l'avenir, il nous paraît très riche de plein de projets parce qu'on est des femmes de projets. Bonjour Marie-France. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans cette belle maison de famille. C'est un plaisir. D'ailleurs, chez vous, toute votre histoire s'écrit famille avec un grand F. Que ce soit Bonpoint, Merci ou encore le dernier né, Démodé, ils ont toutes une chose en commun. Vos entreprises ressemblent à des maisons de famille. Vous avez tout compris, parce que moi je pense que le bonheur dans la vie, c'est une famille qui comprend les amis évidemment. Et c'est une maison pour loger cette famille et pour la protéger et pour... on peut y cacher ses peines, ses joies. Enfin, une maison, c'est indispensable. Je suis une malade de la maison. D'accord. Alors, ce qui est extraordinaire avec votre mari, vous avez pendant 30 ans inventé une mode enfantine qui n'existait pas. Parce qu'à l'époque, la mode était un peu rigide. Nous, on a inventé une mode romantique, élégante, qui en plus, l'obsession était de ne pas ennuyer l'enfant, de faire avec le mauvais goût de l'enfant, parce que l'enfant va toujours vers les choses brillantes, rouges, roses. Voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon mari, qui était totalement complémentaire avec moi. Vous avez vendu Bonpoint et je vais en venir à la naissance de Merci. Et au lieu de vous mettre dans une maison à Saint-Tropez, les pieds en éventail, vous avez dit, ben non, il faut qu'on reparte, il faut qu'on crée autre chose. Encore une fois, il s'agit de la création. Et encore une fois, Merci, c'était très particulier comme aventure. Bonpoint, c'était quand même, c'est l'histoire de notre vie, hein, c'était fantastique, mais c'était quand même une prison, que l'enfant. Et moi, j'avais des envies d'hommes, de femmes, de cuisine, de maison, évidemment. Et donc voilà, donc ce projet de Merci, c'était ça, c'était toucher tous les domaines. Et c'était une façon aussi de dire merci à la vie que vous avez Merci eue. à la vie, c'était ça. C'était aussi, on a engagé 60 personnes. Voilà, c'était vraiment une très belle aventure. Alors on revient à Démodé, votre dernier concept. Voilà. Et du coup, alors tout ce qui est beau ne se démode jamais. C'est ça la baseline de Démodé? De Démodé. C'est-à-dire, je pense que la mode, c'est intéressant parce que ça serait ennuyeux de rester toujours pareil. Mais la mode qui amène à la consommation excessive, qui va trop vite, parce que là, aujourd'hui, on est tous pris d'ennui. Quand on voit les choses 2-3 fois, après, on a envie que ça change. On est déchaîné par rapport à la nouveauté. La mode m'intéresse, mais si vous voulez, je trouve qu'il y a une pérennité dans le style, si vous voulez, qu'il n'y a pas dans la mode, évidemment, puisque la mode se démode. Donc, ça nous a amusés. C'est un peu crâneur, l'histoire de s'appeler Démodé. Mais je trouve ça drôle. Et vous, Marie-France, vous fonctionnez en fait depuis toujours aussi comme un espèce de chef d'orchestre qui attire les talents. Voilà. Et comment harmoniser l'ensemble et faire en sorte que ça fonctionne?
vous avez raison. D'abord, je choisis les gens sur un contact humain, c'est-à-dire des gens avec qui je sens que je vais pouvoir être bien, etc. Et puis, les artistes ne sont pas toujours très simples à gérer. Hein. Donc, il y a des aléas. C'est pas toujours la façon la plus simple, mais c'est certainement la façon la plus extraordinaire d'obtenir quelque chose de beau, de s'entourer de talents. Marie-France, vous êtes toujours aussi passionnée dans tout ce que vous entreprenez et on vous envie le style que vous avez, les atmosphères que vous créez, parce qu'en fin de compte, vous êtes aussi une créatrice d'atmosphère. Ben, j'adore. Quel est votre secret ? Je crois que c'est le goût des autres et et la gourmandise de la vie. Moi, je pense que je suis une voleuse. J'ai pris de partout où je suis passée en voulant m'approprier les choses. Je crois que c'est ça le truc. Merci Marie-France. Voilà. Pas la peine de prendre l'avion pour découvrir des saveurs et la culture du Japon en plein cœur de la capitale. Au travers de nos 3 adresses, nous vous emmenons dans un parcours aux accents japonisants. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré, un pari pour les Japonais. Culture, mode, gastronomie, préparez-vous à plonger au cœur des trésors cachés de la capitale. Et pour commencer notre journée placée sous le signe du soleil levant, quoi de mieux que de déguster une boisson typique? Ce matin, le matcha s'invite dans nos tasses de thé. À quelques pas de la place de la République, Laure prépare son matcha traditionnel, cette fine poudre de thé vert mélangée à de l'eau tiède. Elle est passionnée par le Japon et cette routine lui vient directement de la culture du pays. C'était les moines bouddhistes qui prenaient du matcha. Justement, ils prenaient un matcha tous les matins. Ça leur permettait d'être éveillés toute la journée. Mais comme il y a de la L-théanine dedans, qui est un apaisant, ça leur permettait d'être éveillés et calmes toute la journée pour pouvoir méditer. Depuis 2000 ans, le matcha est aussi servi en grande pompe lors de la cérémonie du thé. Ce rituel dure près de 4 heures dans les grandes maisons japonaises. Être invité à un tel événement est pour le convive un immense honneur. C'est un thé qui est très cher parce qu'on utilise les meilleurs thés, les meilleurs endroits. Du coup, c'est très important. Donc effectivement, quand on reçoit quelqu'un et qu'on lui sert du matcha, c'est vraiment une forme de respect. Aujourd'hui, la poudre verte se démocratise. Elle est aussi utilisée pour des recettes salées ou sucrées, mais la star du matcha cuisiné reste les pâtisseries au reflet vert. Alors la couleur verte ne fait pas peur. Bien au contraire, elle a ce côté un peu sain qui du coup donne envie aux gens, puisqu'en ce moment, on est très attiré par, on fait attention à ce qu'on mange. Après ce premier arrêt pour éveiller nos papilles, partons découvrir les habits traditionnels japonais. Dans une boutique du 2e arrondissement de Paris, notre mannequin de bois enfile tout d'abord un yukata. Ce vêtement en coton est très populaire au Japon. Il a l'élégance de son cousin, le kimono. Les Japonais le portent surtout l'été et se rendent ainsi au bain traditionnel. Très pratique pour l'ajuster, il suffit de nouer sa ceinture. Chaussons ensuite des getas. Ces sandales en bois ne se portent qu'à l'extérieur car au Japon, il faut rester pieds nus dans la maison. La semelle est toujours très épaisse et parfois ornée de dents en bois pour protéger les pieds de la boue. Et pour parfaire l'élégance de notre mannequin, il ne manque plus que l'indispensable éventail. Sa première fonction est bien sûr celle de rafraîchir les Japonaises durant les fortes chaleurs estivales. Mais il est aujourd'hui un emblème d'art de vivre. Il est aussi bien utilisé comme toile par des peintres japonais que comme accessoire de danse ou de certains arts martiaux. Pour terminer notre voyage, direction le 10e arrondissement. Assistons à un cours de calligraphie. Cet art traditionnel où les idéogrammes s'écrivent à l'encre et au pinceau. Millet enseigne cette discipline pour transmettre l'esprit japonais en France. La calligraphie japonaise se prononce shodo. Shodo, ce qui signifie la voie d'écriture. Les gestes d'un calligraphe sont très précis et techniques. Ils sont comparés à ceux des arts martiaux. Son origine remonte à plusieurs milliers d'années. Les moines bouddhistes la pratiquaient comme méditation afin d'atteindre la maîtrise du corps et de l'esprit. Au Japon, les enfants commencent son apprentissage dès 6 ans. 3 styles. C'est le kaisho, gyosho, sosho. Et
Celui-ci, cachot, c'est on apprend à l'école. Ça, c'est le spécial pour la calligraphie. Un style où le pinceau ne quitte jamais le papier. Le calligraphe fait donc plus qu'écrire, il peint un tableau. Alors en bon apprenti, on sort les pinceaux et on part s'entraîner à la calligraphie japonaise. Transformer une vieille nappe en suite stylée, un dessus de lit en jupe fendue ou encore de vieux rideaux à carreaux en trench, c'est le challenge écolo de la maison Les Récupérables. Allier la mode chic et l'éthique, c'est le parti d'Anaïs Dauté-Varmel. Sous ce nom en triptyque se cache une passionnée de style et de slow fashion, reconvertie en créatrice de mode. Étudiante en langues étrangères, elle termine ses études au Brésil, où la récupération est de première nécessité. Puis en autodidacte, elle apprend les codes de la mode en travaillant dans les friperies du Marais. J'ai ensuite été responsable de la petite boutique solidaire de la ressourcerie de la Petite Roquette. Et là, j'ai vu les montagnes de tissus collectés chaque jour. Du coup, moi, j'essaye vraiment de proposer quelque chose qui part d'une idée toute simple qui est pourquoi produire encore alors qu'en fait, il y a déjà de la matière. Anaïs lance Les Récupérables en 2014 avec pour ambition de donner du sens à la mode, seconde industrie la plus polluante du monde, et de laisser libre cours à sa créativité. Et puis il y avait ce désir de création qui était partout. Il y avait ma grand-mère qui m'avait appris à coudre mes robes de petite fille. Le projet consiste donc à revaloriser les matières en se les réappropriant. Utiliser cette matière première pour en faire quelque chose d'absolument mode, mais avec la conscience. Une alternative à la fast fashion, l'industrie du prêt-à-porter. Mais comment ont réagi toutes ces premières clientes? Mais non, je te crois pas. Ça, c'était un rideau? Vraiment? Je devais argumenter, bah oui, regarde, j'ai les chutes, là il y avait les anneaux pour les accrocher. Éco-responsable, elle cherche à adapter les codes de la production et de la distribution. Elle s'oppose à l'obsolescence programmée en réutilisant des matières récupérées en ressourcerie, comme au Relais Val-de-Seine ou chez Emmaüs. Ce projet créé et géré par des femmes donne à ses participantes un impact sur plus d'un point. Elle s'oppose ainsi à la numérotation des individus en ne créant que des pièces uniques et personnalisées. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup trop lisse, je trouve, et on se retrouve tous habillés pareil alors que personne ne se ressemble et qu'on a tous notre personnalité propre. Donc l'idée, c'est aussi de faire de la pièce unique ou de la série très limitée pour pouvoir vraiment révéler la personnalité de chacun et de chacune. Mais s'inscrivent en même temps pleinement dans l'économie sociale et solidaire. L'impact que j'essaye d'avoir directement, c'est de travailler avec des ateliers d'insertion qui permettent tout simplement de retrouver la dignité, la joie et la confiance en soi par le travail et par l'activité économique, d'où le fait de travailler avec des ateliers d'insertion. C'est ainsi que la confection des récupérables est confiée à des ateliers d'insertion, comme chez Concept Insertion à Calais ou des petits ateliers parisiens comme ici, chez Coco et Rico. Alors voilà un échantillon d'une matière qui me porte à cœur puisque ça c'est ce qu'on appelle du dead stock. Donc c'est un vieux stock vintage de tapisserie qui avait été fait en France dans les années 70 et qui servait évidemment à recouvrir du mobilier. Les récupérables, c'est donc un engagement pluriel, économie des ressources naturelles et réduction de l'impact environnemental, inclusion sociale et création d'emplois en France, pièces en série limitée. C'est aussi 2 tonnes de tissus revalorisés à l'année, 200 pièces par collection et 4 collections par an. Mais combien de temps a-t-elle mis à créer sa dernière ligne? Elle a nécessité, je dirais, 2 mois et demi, 3 mois de réflexion, de tests, de prototypage. Et puis après, pour la confection, en général, ils prennent 1 mois pour 100 pièces. Et voilà, rendez-vous dans quelques mois pour découvrir la prochaine collection des récupérables. Là,
version française est déjà finie, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!